Prévoir un tremblement de terre, en théorie, c'est très simple. On étudie les tremblements de terre passés et on essaie de repérer quelque chose qui se produit systématiquement avant les secousses. Quand ceci est fait, la prédiction devient facile. Quand il se produit, ce phénomène annonce un tremblement de terre et il n'y a rien à craindre le reste du temps. Malheureusement, on est bien loin de tout cela. La première difficulté, c'est que si les gros séismes font des dégâts sur des rayons de plusieurs kilomètres, ils se déclenchent sur des zones toutes petites, de moins de 100 mètres. Or, ce sont ces zones qu'il faudrait repérer et surveiller à l'avance de manière précise. En 1966, les Chinois décident de s'attaquer au problème. Pendant plusieurs années, ils accumulent les informations sur les séismes passés. En 1974, ils en déduisent que la région de Haichang est une zone à haut risque. La population est mobilisée, elle doit signaler tout ce qui paraît anormal. Des milliers d'observateurs scrutent le moindre signe suspect. Fin 1974, sur la base de toutes ces informations, les sismologues chinois prévoient une secousse pour le début de l'année suivante. En janvier 1975, on relève plusieurs indices. Une montée anormale de l'eau dans les puits, une variation du champ magnétique local et des comportements étranges chez certains animaux domestiques. Puis, début février, plus de 500 petites secousses se produisent, mais tout cesse brutalement le 4. Les autorités chinoises décident alors l'évacuation immédiate des 3 millions d'habitants de l'agglomération de Haichang. La nuit suivante se produit le séisme d'une très grande puissance, 7,3 sur l'échelle de Richter. Haichang est totalement détruite, mais on ne déplore que quelques victimes grâce à l'évacuation de la ville. Cette prévision réussie, relayée par la propagande chinoise, a un retentissement extraordinaire dans le monde entier. Mais l'espoir ne durera pas. Cette ville, c'est Tangshan, près de Pékin. Le 27 juillet 1976, un tremblement de terre de magnitude 7,6 la dévaste littéralement. Le bilan officieux avoisine le million de victimes. C'est sans doute le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire, car malgré le dispositif d'observation mis en place, il n'a pas été prévu. Pour les sismologues du monde entier, la stupeur et la déception sont à la mesure de l'immense espoir qu'on avait placé dans la méthode chinoise. Ce séisme n'a pas été précédé des signes avant-coureurs répertoriés à Haichang 2 ans auparavant. Cette méthode n'était donc pas infaillible. En dehors de Chine, d'autres sismologues se sont mis au travail. Dès 1973, la prévision par dilatance fait son apparition. Des chercheurs ont constaté en laboratoire que les roches augmentent un peu de volume juste avant de casser, ce qui est dû à l'apparition de micro-fissures. En principe, ces fissures causent un ralentissement de la vitesse de certaines ondes sismiques. Grâce à la dilatance, on a effectivement pu faire quelques prédictions, mais elle a aussi raté de gros tremblements de terre comme celui de Mexico en 1985 ou ceux de Californie. Cette méthode n'est sûrement pas universelle. Les Américains eux-mêmes, qui ont beaucoup travaillé dessus, cherchent désormais ailleurs. La méthode Vannes, du nom de ses créateurs, fait son apparition en 1981. Des sismologues grecs affirment enregistrer une variation des courants électriques du sol juste avant les séismes. Ainsi, disent-ils, nous avons déjà prévu des tremblements de terre. Toutefois, en Grèce, il y a beaucoup de petits tremblements de terre et il est facile d'en prédire avec succès, rien qu'en les annonçant au hasard. Cette méthode n'a donc pas encore fait la preuve de son efficacité. Il faut bien le reconnaître, on ne sait toujours pas aujourd'hui annoncer de façon fiable l'imminence d'un séisme. Toutes les méthodes de prévision à court terme, et même celles qui ont permis de grands succès, ont plusieurs fois été prises en défaut à l'occasion d'autres séismes importants. La question de la prévision des séismes est une question qui a été posée il y a une dizaine d'années. Pouvait-on prévoir les séismes?
La réponse des scientifiques de l'époque était « laissez-nous une dizaine d'années, avec l'observation sur une dizaine d'années, nous serons capables de prévoir les séismes ». La question que posent maintenant les sismologues en 90, au vu de ces enregistrements et de la complexité du phénomène sismique, est de dire « peut-on prévoir les séismes ?» En définitive, les seules méthodes de prévision qui marchent bien, ce sont des méthodes de prévision à long terme basées sur des analyses statistiques. D'abord, la méthode des lacunes, qui ne marche que pour les failles. Le principe est simple. Pour chaque faille, on mesure le temps moyen qui s'est écoulé dans le passé entre les séismes. On compare ensuite ce temps moyen avec l'ancienneté du dernier séisme. Plus celui-ci est ancien, plus le prochain séisme a des chances d'être proche et violent. Cette méthode appliquée à la faille de San Andreas permet d'établir un graphique des risques de gros séismes pour les 30 prochaines années. Ainsi, on voit qu'il ne vaut mieux pas habiter Parkfield où ce risque est de 90%. C'est en gros une super méthode des lacunes que ces sismologues russes ont mise au point. Leur analyse statistique prend en compte beaucoup plus de données que le temps entre les séismes et s'applique à la Terre entière divisée en carrés de 500 km de large. D'après eux, leur méthode aurait pu annoncer 90% des tremblements de terre passés. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont annoncé à l'avance le tremblement de terre d'Arménie et qu'en 85 et en 88, ils ont prédit un tremblement de terre près de San Francisco qui a fini par se produire en 89. Ces prévisions sont donc efficaces, mais leur précision est de l'ordre d'une ou plusieurs années, ce qui ne permet pas d'évacuer les populations menacées. Par contre, dans les régions concernées, elles doivent permettre la mise en place de structures adaptées pour le sauvetage et l'adoption de mesures préventives, notamment dans le domaine de la construction.